C'est une image tirée du livre de Basile Valentin, un livre qui s'appelle Azote. Alors, le compas et l'équerre sont souvent attribués à des ordres comme la franc-maçonnerie. Le frère Basile Valentin, lui, il a vécu plutôt de fin du XVIe, début XVIIe siècle, alors que la maçonnerie a débuté un siècle plus tard, c'est-à-dire plutôt début du XVIIIe. La première chose qu'on voit dans cette image, c'est une espèce d'œuf à l'envers, c'est-à-dire par exemple un ballon. Donc ça fait plutôt référence à quelque chose d'aérien. Et les lignes horizontales qui sont autour, en héraldique, c'est-à-dire la science des blasons, ça correspond à la couleur azur, c'est-à-dire la couleur bleue. Et le ciel est bien bleu. En astrologie aussi, la couleur bleue est attribuée à l'air. Donc voilà, tout ça, ça fait des références à quelque chose qui aurait dans l'air. Et donc on a un œuf, c'est-à-dire un feu à l'envers, dans l'air, dans lequel il y aurait tout un tas de choses et d'individus qu'on nous décrit, en tout cas à travers le dessin. Alors, je vais faire une étude évidemment pas complète, je vais vous parler simplement de quelques éléments, et toujours de ce travail entre la polarité et le ternaire. D'abord, on constate en bas qu'on a une espèce de sphère avec des ailes sur le côté et des formes géométriques 2D à l'intérieur. La Terre, c'est quelque chose de plutôt fixe, mais comme on lui donne des ailes, ça voudrait dire que la chose d'en bas est fixe et volatile à la fois. Au milieu, on a une espèce de dragon ailé qui crache du feu, donc c'est encore un truc qui pourrait renvoyer à du feu, de l'air, mais en même temps il a les pieds sur terre, donc là il nous manque de l'eau. Et on a un individu au-dessus qui, cette fois, n'a plus 4 pattes mais 2 pieds. Et lui, il a 2 têtes, cet individu. Côté droit, on a un individu plutôt masculin avec une barbe qui a l'air plutôt vieux. Et côté gauche, côté cœur, on a une tête plutôt féminine avec des cheveux longs. Côté lune aussi, parce qu'on voit en haut qu'il y a les 2 archétypes soleil et lune, avec au centre le mercure qui lui serait la chose centrale de ces 2 luminaires, de ces 2 lumières. Donc là, on ne parle évidemment pas du système solaire, on est dans le monde des archétypes. Côté soleil, dans le bras droit, on a un compas. Et côté lune, dans côté féminin, dans le bras gauche, on a une équerre. En général, on sépare la tête du corps, et on dit que la tête s'occupe plutôt des choses d'en haut, c'est-à-dire tout ce qui est lié au monde intérieur, au monde du cerveau, et le corps, lui, s'occupe plutôt des choses extérieures à l'individu, c'est-à-dire plutôt des choses terrestres. Donc là, on a la séparation directe de ce qu'on peut lire dans beaucoup de textes anciens, Bible et autres, c'est-à-dire qu'on a une séparation entre le ciel et la terre. Et on nous dit, la terre, c'est quelque chose de double, c'est-à-dire que d'un côté, on a les choses liées au compas, et de l'autre côté, on aurait des choses liées à l'équerre, mais on nous montre aussi que dans le ciel, dans l'air, puisque là, tout ce qu'on nous décrit est a priori dans l'air, on nous dit aussi qu'il y aurait une intelligence double. Le compas, lui, s'occupe plutôt de tout ce qui est courbe. On peut lui changer d'angle pour faire des cercles ou des courbes, etc., de tailles différentes. Alors que l'équerre, lui, on ne peut pas changer son angle, il est fixe, alors que l'autre est plutôt mobile. Bizarrement, la notion de fixation est plutôt liée au soleil et au principe masculin, c'est-à-dire au soufre en alchimie, alors que le côté volatile, souple, courbe, etc., c'est plutôt un principe féminin. Et on dirait que là, on nous montre une chose directement, c'est-à-dire qu'entre le ciel, qui lui est câblé d'une certaine façon, et la terre, il y a directement une inversion, c'est-à-dire comme s'il y avait une croix. Et cette croix, elle est appuyée par le fait que dans l'individu, on a une ligne qui va du soleil à Saturne, et qui coupe l'individu. Et Saturne, qui est du côté féminin, lui, c'est bel et bien l'archétype du vieillard, et on est plutôt dans quelque chose de masculin. Et inversement, si on regarde l'axe Lune-Vénus, qui sont 2 planètes féminines, on a encore un changement de passage, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du corps ou du cœur de l'individu, puisque le croisement s'opère à peu près au niveau du cœur, on passerait de la partie féminine à la partie masculine, etc. Mais on est quand même dans le monde des archétypes. Et ce qu'on nous montre là, c'est des outils. C'est-à-dire qu'on n'a encore rien tracé avec ces outils. Or, la partie tracée, elle est plutôt sur le bas.
de l'œuvre, hein, là où nous on se trouve, c'est-à-dire la Terre. Parce que visiblement, la chose la plus basse dans ce qu'on nous montre là, dans l'œuf à l'envers, dans le ballon, c'est bel et bien une sphère. Et nous, la sphère la plus proche de nous, c'est celle sur laquelle on est posé, c'est-à-dire notre Terre à nous. On voit tout de suite une ligne horizontale et une ligne verticale. Et ça, en alchimie, c'est directement, c'est-à-dire le cercle avec une croix au centre, on appelle ça directement la Terre, nous. Mais sur la Terre, le cercle horizontal, ça correspond à l'équateur, donc c'est pas une ligne, mais un cercle, et c'est quelque chose qui tourne, alors que la ligne verticale, elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur, donc elle est plutôt dans le domaine de l'invisible, et cette ligne horizontale est bel et bien une ligne, c'est-à-dire que c'est quelque chose de vertical autour duquel tout tourne. Alors, ensuite, on a le nombre 4 et le nombre 3. Alors, le nombre 4, le glyphe 4, est composé exclusivement de lignes, donc plutôt masculin, alors que le nombre 3, lui, est composé plutôt de deux croissants de lune, c'est-à-dire exclusivement de courbes. Donc on a encore une polarité marquée à ce niveau-là. Et on nous dit aussi qu'entre l'équerre et le 4, vous voyez qu'il y a encore un croisement avec le 3 et le compas, et le glyphe associé à l'équerre, qui est le glyphe de la planète Jupiter, ressemble presque au nombre 4. Hein, on nous dit clairement qu'il y a une relation entre les deux. Ensuite, on a un carré en dessous. On va passer à la géométrie 2D. On a un carré, un triangle. On a un carré, un triangle, associé au nombre 4 et au nombre 3. Et quand on regarde dans le monde des archétypes, on a bien 3 planètes, c'est-à-dire une planète fixe et 2 luminaires tout en haut. On a le compas et l'équerre qui sont les outils, et en dessous, on a 4 planètes, hein, qui pourraient par exemple correspondre aux 4 éléments, alors que les 3 planètes supérieures correspondraient, par exemple le Soleil et la Lune pourraient correspondre à 2 formes énergétiques ou 2 types de mouvements, et le Mercure au centre correspondrait par exemple au point d'équilibre, c'est-à-dire le point homéostasique entre les deux. On retrouve donc nos 4 éléments et nos 3 formes énergétiques. Alors, le quaternaire et le ternaire, ça renvoie aussi directement au quadrivium et au trivium qu'on étudiait beaucoup chez les Grecs. Maintenant, on va regarder simplement les formes géométriques 2D qu'on a dans la Terre tout en bas. On a un triangle et un carré, qui sont tous les deux points en haut et qui sont liés par ce point d'en haut. Je vais simplement ouvrir le carré, qui lui doit plutôt correspondre à l'équerre, donc à la chose plutôt rigide, puisqu'en général avec une équerre on trace toujours le même angle. Je vais l'ouvrir par le bas, hein, je vais le défixer de sa partie supérieure. Alors que le compas, lui, il est fixé par le bas, et c'est-à-dire qu'il n'est pas encore utilisable dans l'état. Et simplement en ouvrant sa partie basse, lui, il correspond au traçage de cercle, c'est-à-dire quelque chose qui est beaucoup moins précis qu'un angle, puisque le cercle, c'est mobile, ça peut un petit peu bouger. Voilà, il peut y avoir des différences d'un cercle à l'autre. Des fois, quand c'est mal réglé, on bouge en traçant le cercle, ce qui forme plus ou moins des spirales, etc. Donc lui sera plutôt d'un aspect volatile. Et une fois qu'il est ouvert en bas, on peut l'utiliser. Et comme c'est une partie plutôt circulaire et donc plutôt féminine, on pourrait presque voir une espèce de pucelage géométrique. Et bizarrement, une fois que les deux sont ouverts, et donc qu'on les a rendus, qu'on les a défixés, un qu'on défixe par le haut et l'autre qu'on défixe par le bas, on pourrait estimer qu'ils sont tous les deux féconds et aptes à produire. Et bizarrement, ces 4 lignes, donc ces deux, ce compas et cet équerre, disposés de cette manière, c'est exactement ce qu'on retrouve dans toutes les loges de franc-maçonnerie et qu'on retrouve très fréquemment dans les emblèmes et les logos et les mises en place de rituels maçonniques, etc. Maintenant, nous allons passer à la 3D, c'est-à-dire la chose géométrique la plus proche de nous, puisque c'est lié à la Terre, c'est la partie de la géométrie qui est la plus dilatée. On a vu que le triangle pointant haut, c'est-à-dire la partie féminine, le compas, lui est plutôt lié au cercle. Si, depuis son point fixe le plus élevé, on forme un cercle, dans le temps, ça va former ce qu'on appelle un cône, c'est-à-dire une espèce de projection. Ça va former un cône. Par contre, la partie basse,
qui est liée à l'équerre, elle est liée au nombre 4. Donc ce carré, si on le fait tourner verticalement à angle droit, on obtient un octaèdre, c'est-à-dire une forme à 8 faces. Ce cône peut être ouvert en bas, l'octaèdre peut être ouvert en haut. Mais là, rappelons-nous que nous sommes dans le domaine des archétypes. On n'est pas encore dans le domaine de la manifestation. Et là, ce qu'on voudrait étudier, c'est justement notre terre à nous, c'est-à-dire la partie manifestée. Donc il faudrait inverser simplement le compas et l'équerre, c'est-à-dire mettre le compas qui vient de lui en bas, et l'équerre peut-être en haut, bien que ça ne change rien, vu qu'a priori, lui, il est fixe. On va dire que les points de l'équerre en bas et en haut correspondent aux points de l'axe de rotation de la Terre, alors que les 4 points qui sont au centre correspondraient plutôt à l'équateur, au maintien de l'équateur. Quand on regarde le cône pointe en bas, de côté, ça fait donc le glyphe de l'eau. Or, sur le parallèle qu'on a dans l'hémisphère nord, on passe justement à un endroit qui s'appelle le Caire, sur lequel on trouve depuis le ciel des carrés, et on en trouve 3. On va donc quérir au Caire nos carrés. Quand on lit sur le plateau de Gizeh, de manière extrêmement bête et naturelle, une pyramide, depuis le ciel, c'est 1 point, et c'est 4 points sur Terre. Et on en a 3, donc ça fait directement le nombre 3, 14. On retrouve tout de suite notre 3 et notre 4. Je rappelle qu'une pyramide, vue depuis le ciel, c'est un carré, vue depuis la Terre, c'est un triangle. Ensuite, par polarité, on pourrait projeter ce point de l'autre côté de la Terre pour voir s'il y aurait des informations laissées par les anciens. Et étonnamment, on tombe, quand on projette une ligne qui passe par le centre de la Terre, depuis Gizeh jusque de l'autre côté de la planète, on tombe sur une île, ou très très proche d'une île, qui s'appelle Rapa-Iti. Alors cette île est toute petite, elle fait je crois à peine 40 km², elle est pas très connue. Par contre, sa jumelle, Rapa Nui, elle est très connue, car son nom, elle est très connue sous le nom de l'île de Pâques. Mais bon, c'est quand même à, je crois, 3400 km à l'ouest de l'île de Pâques, donc on est quand même loin. Cette île Rapa-Iti, elle a une forme de fœtus, et elle est entourée d'eau de mer. Donc on fait référence à la vie directement. Et quand on étudie non plus la forme de l'île, mais le nom de l'île, c'est-à-dire Rapa, on voit les lettres P et R. La lettre P, c'est la 16e lettre de l'alphabet latin, et la lettre R, la 18e. On a tout de suite un 618, c'est-à-dire le nombre d'or. Initialement, cette île s'appelait Oparo, l'île d'Oparo. On commence par une O, on finit par une O, donc ça rappelle tout de suite le mot oiseau, et on a encore la lettre P et la lettre R, donc ça renvoie encore au nombre d'or. On appelle ça aussi l'île de Par, on a encore P, on a encore R. En plein milieu de l'île, le mont le plus élevé s'appelle le mont Perrot. On a donc encore une paire d'eau, et on a encore la lettre P et la lettre R. On a donc d'un côté un site synthétique qui, une fois lu de manière naturelle, donne un nombre qui sera plutôt utile aux choses synthétiques. Alors que de l'autre côté, par polarité, on a un site naturel qui, une fois décodé de manière synthétique, donne un nombre utile à la nature. Le Caire, c'est un endroit plutôt désert, plutôt sec, plutôt chaud, et tout ça, ça correspond plutôt à des archétypes masculins. Alors que Rapa-Iti, elle est plutôt au sud, elle est plutôt entourée d'eau, donc c'est plutôt quelque chose de froid et humide. Mais on est sur quelque chose de naturel à Rapa-Iti, alors qu'à Gizeh, on est sur quelque chose de synthétique. Il y a donc 2 forces en contradiction. On nous dit la chose qui vient du sud, la chose féminine, elle s'occupe plutôt de la spirale d'or, du nombre d'or, d'engendrer la vie, mais c'est quelque chose d'isolé. Alors c'est quelque chose d'excentrique, d'extérieur. Alors que la partie masculine, la partie synthétique qui est liée aux pyramides, qui a été conçue par le mental d'individus, elle est plutôt au centre des terres, en tout cas d'après l'abbé Moreux. On parle donc d'un côté de choses absolument égales, tout le temps, partout,
et de l'autre de quelque chose d'assez inégal. On est plutôt dans une logique d'harmonie. Il y en a un qui est plutôt lié au monde minéral, avec le côté synthétique et le côté production, et l'autre qui est plutôt du côté animal, avec la vie elle-même. L'un est proche d'une île, l'autre est une île. Maintenant, si je reprends mes archétypes du départ, c'est-à-dire que j'avais présenté deux axes, on a un Soleil-Saturne qui correspondrait à un axe plutôt masculin, et un Lune-Vénus qui correspondrait plutôt à un axe féminin. Saturne, c'est le vieillard, c'est le mental, c'est le passé. Et ça correspondrait effectivement à la partie nord, c'est-à-dire la partie des pyramides, la partie de Gizeh, la partie du Caire, du carré, etc. Et là, maintenant qu'on est dans le monde réel, on peut directement associer Saturne à l'équerre qui se trouve au-dessus, alors que Vénus, elle, c'est la planète de l'harmonie, de la beauté, de la vie, de la danse, de la musique, etc. Et ça correspond effectivement au nombre d'or, puisque la planète elle-même est liée au nombre d'or par rapport à la Terre. Il y en a un qui s'occupe de trier le passé, l'autre qui s'occupe d'engendrer l'avenir ou de préparer l'avenir. Je vais m'arrêter là sur la lecture de cette image. Vous noterez que je n'ai pas parlé du Mercure qui est tout en haut, je n'ai pas parlé du Rubis, je n'ai pas parlé du Dragon, je n'ai pas parlé des ailes, voilà. Je n'ai pas parlé de Mars, je n'ai pas parlé de Jupiter. Il y a énormément encore d'informations à extraire, de choses à trouver. Ce que j'aime beaucoup dans ce type de lecture, c'est que c'est complètement indépendant de la langue maternelle. On n'est pas sur du texte, on est sur des dessins, des schémas qui renvoient à des archétypes planétaires d'un côté et à des mathématiques, de la géométrie de l'autre. Du coup, tout le monde, un petit peu instruit de ce langage naturel basé sur la polarité, va réussir à trouver des informations en fonction du niveau où il se trouve. Et ça, je trouve ça assez génial. J'espère que ça vous a plu, je vous souhaite une bonne journée et bonne lecture.